Le combat se poursuit en Asie de l'Ouest. Les États-Unis vont de nouveau entrer en guerre. Le blocus, comme Donald Trump l'a annoncé hier, va être rétabli. Et l'affrontement continue entre l'Iran et les États-Unis. Il y a eu de nombreuses cibles la nuit dernière et la nuit précédente, dans le sud et l'ouest de l'Iran. On a reçu beaucoup de vidéos en provenance d'Iran. En revanche, très peu venaient de Jordanie, du Koweït ou de Bahreïn. L'une de ces vidéos montrait une explosion dans la région de Sirik. Oui, on voit bien la déflagration dans la zone de Sirik, au sud de l'Iran. Je vais afficher la carte pour indiquer quelles ont été les cibles jusqu'à présent. Les cibles de la nuit dernière étaient sur cette carte ici. Comme vous pouvez le voir, dans le sud de l'Iran, à l'est et à l'ouest du détroit d'Ormuz, on distingue Bandar Kangan et Bandar Abbas, l'île de Keshm, la région de Sirik, Jam, Jask et Konarak. Ce sont ces endroits qui ont été visés la nuit dernière. Et puis on avait la carte de la nuit précédente, celle qu'ils avaient utilisée. La nuit dernière, c'était uniquement des avions de chasse qui sont allés frapper les cibles. La nuit d'avant, les attaques avaient été menées avec des systèmes HIMARS depuis le Koweït et Bahreïn. Comme vous le voyez ici, les cibles, le schéma, sont complètement différents. L'avant-dernière nuit, tout se concentrait sur la partie ouest de l'Iran, avec des tirs de HIMARS depuis le Koweït. Et à Bahreïn, ils ont frappé des cibles proches du golfe Persique, près du détroit d'Ormuz. C'étaient des cibles choisies par les États-Unis. Ensuite, on a eu la riposte iranienne ici, et globalement, ils se sont surtout concentrés sur des zones en Jordanie, notamment l'aéroport. Oui, ici en Jordanie, ils ont touché les systèmes HIMARS au Koweït, à la frontière entre l'Irak et le Koweït, et la 5e flotte à Bahreïn a été frappée. La base aérienne d'Al Udeid au Qatar a aussi été visée, ainsi que 2 points importants à Oman, qui n'étaient pas auparavant des cibles de la part des Iraniens. Ils ont donc décidé de modifier leurs objectifs concernant Oman. C'était d'ailleurs le seul pays qui n'avait pas été attaqué pendant les 40 jours, ou plutôt 39 jours, de guerre. Et ils ont frappé le radar américain à longue portée, ainsi que le port logistique de la marine américaine à Duqm, en Oman. Et enfin, on a reçu des images qui viennent de Jordanie. D'après ce qu'a annoncé le gouvernement iranien, ou l'armée iranienne, ou encore les gardiens de la Révolution, les cibles principales en Jordanie étaient la piste de commandement et de contrôle de la base aérienne américaine, ainsi qu'un des abris à drones. C'était dans la nuit d'avant-hier. Mais la nuit dernière, on a eu de nouvelles images. La question c'est, que se passe-t-il avec le système de défense aérienne? Regarde ces images, Larry. What's going on with the air defense system? Look at this footage, Larry. Let me. You see, the interceptor goes up to hit. On voit l'intercepteur monter pour frapper le missile, et on voit le missile passer à côté et toucher la cible. Il n'y a aucune interception dans cette vidéo. Pendant plus d'1 minute, au moins 4 missiles frappent des cibles en Jordanie et aucun n'est intercepté. Il n'y a pas d'interception dans cette vidéo. Et voici l'autre, c'est la deuxième. Les intercepteurs montent et voilà le troisième. And this is the third. Oui, voilà le quatrième. Il n'y a pas eu d'interception. La dernière fois que j'ai parlé avec le professeur Ted Postol,
Il m'a dit que l'efficacité du système Patriot en matière d'interception était inférieure à 4%, peut-être 2-1, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi parlé avec Andrei Martianov. Selon lui, c'est plutôt entre 20 et 30%. Et dans cette vidéo, on n'a vu aucune interception. Aucune. Alors Larry, voilà où on en est maintenant. Quelle est ta compréhension de la situation? Et Donald Trump, qui veut revenir sur la guerre, d'une certaine manière, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il ressent, militairement ou stratégiquement, pour vouloir se replonger dans la guerre? Franchement, je ne pourrais même pas commencer à vous dire ce que ressent Donald Trump. Donald Trump est devenu une énigme, en plus d'être dérangé, en plus de souffrir clairement d'une forme de mégalomanie indescriptible, vu ce qu'il fait au monde et à ce pays. Mais revenons un instant en arrière. J'ai regardé toutes les présentations de Ted Postol 3 ou 4 fois. Ce qu'il dit et ce que je pense qu'il veut dire sur un petit aspect tactique de ce conflit, c'est que les PAC 2 et les PAC 3 ne servent à rien. Lockheed Martin et RTX, anciennement Raytheon, essayent désespérément de le cacher. Ils mentent effrontément. Les PAC 2 et PAC 3, quand on parle d'intercepter des missiles balistiques, qu'ils soient sophistiqués ou simplement des missiles balistiques, eh bien ces missiles-là n'ont pas de contre-mesure, pas de moyen d'action pour déjouer un système de défense aérienne. Et pourtant, les PAC 2 et PAC 3 ne peuvent pas les arrêter. Point final. Je pense même que leur taux de réussite est inférieur à 4%. Lockheed Martin ne veut surtout pas que ça se sache. Les États-Unis non plus, surtout pas des gens comme Zelensky, ni des Européens qui continuent de le soutenir, parce que lui, il va fabriquer ses systèmes dans son propre pays à un coût énorme, en temps, en argent et en effort. S'il y arrive un jour, ce que je ne crois pas, eh bien, il construira un système déjà dépassé, obsolète. Regardons maintenant quelques aspects plus tactiques. Ils ne sont pas vraiment essentiels, sauf qu'ils montrent à quel point il manque aux États-Unis une véritable approche stratégique. Le HIMARS. Le HIMARS, c'est tout un ensemble de systèmes. C'est un système de lance-roquettes multiples, capable d'atteindre 15 ou 20 km, voire davantage avec une portée étendue. Et puis il y a l'attaque MS. C'est une composante unique, l'attaque MS, intégrée dans tout le système HIMARS. Donc, quand vous parlez des HIMARS, vous faites référence à une gamme d'armes qui ressemble à des missiles ou à de l'artillerie, avec des portées allant d'environ 15 km jusqu'à 500 km, dans le cas des attaques MS. Le problème, c'est qu'on ne parle pas des HIMARS de façon claire et distincte. On les mélange avec toutes sortes d'autres systèmes. Mais tout ça pour dire, devinez pourquoi on utilise les HIMARS. Parce qu'on n'a rien d'autre. On a des navires en mission, NIMA, des navires qui naviguent avec leurs conteneurs vides, sans missiles à l'intérieur, simplement parce qu'on n'a pas de missiles à y mettre. Réfléchissez à ça un instant et pensez à d'autres menaces du même genre qui pourraient apparaître autour de Taïwan ou à des situations comme celle de Poutine qui pourraient se mettre vraiment en colère en Europe et aller plus loin que ce qu'il fait en ce moment. Merci beaucoup. Il est en train de battre l'Ukraine à plate couture. On ne le saurait pas en écoutant la propagande qu'on entend à Paris, à Berlin, partout ailleurs, y compris à Washington. Mais il est clairement en train de gagner. Et ce n'est qu'une question de temps, avant que cette avance ne mette l'Ukraine tellement en difficulté que Zelensky finira probablement assassiné, chassé de la ville ou je ne sais quoi. Franchement, je n'en sais rien. Mais tout ça, c'est du bricolage tactique, parce qu'il n'y a aucune approche stratégique. Ni en Ukraine, où la seule stratégie, c'est la guerre psychologique qu'on mène à fond, ni en Asie du Sud-Ouest, où il n'y a pas non plus de stratégie. Alors, est-ce qu'il existe une stratégie globale derrière Trump qui se demande « Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ?»
Je pense que oui, probablement. Et je crois que tout tourne autour de la Chine. Je l'ai déjà dit tellement de fois, tout tourne autour de la Chine. C'est une manière d'essayer de l'atteindre indirectement, si on veut, et de façon très imparfaite, pour contrer ce qui devient de plus en plus le géant mondial face auquel les États-Unis risquent de se faire écraser. Regardez ce que fait la Chine en ce moment, par exemple, rien qu'avec les marchés pétroliers. La Chine est devenue, non pas parce qu'elle fait partie de l'OPEP, ni parce qu'elle est la Russie, les États-Unis ou l'Arabie saoudite, ou un autre producteur de pétrole ou de produits similaires, mais parce qu'elle est devenue un acteur déterminant sur le marché mondial du pétrole, sur les prix, les volumes, les délais et tout le reste. Parce qu'elle est avant tout une consommatrice hors pair. Et en ce moment, si elle mettait vraiment en œuvre ses plans pour reconstituer sa vaste réserve stratégique de pétrole, les marchés pétroliers seraient fortement perturbés. Pas à cause d'un pays producteur qui veut faire monter les prix, mais à cause d'un pays consommateur. Ajoutez à cela le fait que la Chine dispose aujourd'hui d'énormément d'énergie renouvelable et de tellement de charbon en réserve, qu'elle pourrait se passer de pétrole pendant toute une période, sur le plan économique comme sur le plan énergétique, et dire au reste du monde « Allez vous faire voir, on a toute l'énergie qu'il nous faut, on est autosuffisant ». Ce que vous voyez là, c'est le moteur économique du monde qui vient de Pékin. Et nous nous battons contre ça bec et ongle, sur ces deux fronts, en Ukraine et en Europe et en Asie du Sud-Ouest. Et on le fait de manière incohérente, parce que Donald Trump ne comprend rien à ce que je viens de dire. Il agit à l'instinct, sans aucune préparation, et franchement, c'est sale. Résultat, on n'a pas de stratégie. On est en train d'épuiser nos munitions, de perdre notre capacité à répondre à une menace sécuritaire si elle surgissait soudainement, et de manquer de plus en plus de gens dans le monde qui se soucient encore du sort de notre empire. Parce qu'ils nous détestent. Regardez ce que Rubio fait au Venezuela. Regardez l'argent qu'on a volé à ce pays, plus de 300 milliards de dollars américains. En réalité, on dirige ce pays avec Rubio comme vice-roi. Attention, le Brésil, il pense à toi aussi. Attention, Cuba, là c'est sûr, il pense à toi. Voilà l'empire d'aujourd'hui, déchaîné à travers le monde, qui utilise son armée pour afficher cette nature débridée, sans réelle stratégie cohérente, à part ces grands décideurs là-haut, Doug McGregor et d'autres, les appellent les mondialistes. Moi, je pense que c'est bien plus que ça. Ce sont les vestiges des néoconservateurs, les vestiges de ceux qui, depuis toujours dans ce pays, surtout au sein du Parti républicain, considèrent la guerre comme l'instrument principal du pouvoir et de l'hégémonie américaine. Et aujourd'hui, ils en ont fait l'instrument exclusif, avec les sanctions. Et c'est une illustration de tout ça. Donc quand on parle des HIMARS, des PAC 2 et des PAC 3, c'est juste le signe des difficultés dans lesquelles l'Empire se trouve. En même temps, c'est aussi le signe d'un vrai manque de stratégie et de ce qui risque d'arriver si on continue sur cette voie trop longtemps. Ce sera vraiment mauvais, économiquement, pour le monde et pour les États-Unis aussi. Et sur le long terme, je pense que ça va peser lourdement sur les élections de mi-mandat dans ce pays. Et si on n'était pas encore sur le point de voir une tentative de coup d'État, on l'est probablement maintenant. Mais je pense que ça va échouer. Je pense que ça va échouer dans une situation qui ressemblera à une guerre civile. Je ne sais pas à quel point cette guerre civile va devenir intense, mais je pense que ce sera dramatique pour l'Empire. Et je crois que tout ça va atteindre un point de rupture très très bientôt. En ce moment, on ment sur l'inflation, sur le coût de la vie, sur la création d'emplois, et ainsi de suite. Mais Scott Bessent ne pourra pas mentir éternellement. À un moment, les Américains vont se réveiller, sortir et se rendre compte à quel point leur vie se dégrade. Quand le diesel viendra à manquer,
quand les agriculteurs ne pourront plus semer, quand il n'y aura plus de maïs pour produire de l'éthanol, toutes ces choses qui doivent se dérouler dans un certain ordre et réussir pour que tout tienne debout vont finir par se dérégler. Et quand ça arrivera, les choses vont très vite mal tourner. Voilà où nous en sommes. Donc, je déteste le dire, mais parler des HIMARS, de Bandar Abbas contre Ispahan ou peu importe, c'est absurde. Ce n'est évidemment pas absurde pour les Iraniens qui se trouvent de l'autre côté de ces bombes, mais ça l'est si on regarde le tableau d'ensemble, ce qui arrive à l'Empire et par extension, les problèmes que cet empire crée pour le reste du monde. Et ça ne va pas être joli. D'ici un mois ou deux, la situation va être très différente, de façon spectaculaire, je pense, à moins qu'on change de cap tout de suite. Et je ne vois pas Donald Trump faire ça. Je ne le vois pas faire ça en Europe, ni en Asie du Sud-Ouest, ni même chez nous. Je le vois plutôt se refermer, devenir encore plus confus, encore moins capable d'avoir une réflexion stratégique qui ait du sens. Et voilà le point clé. Laissez-moi vous ramener à un appel téléphonique que Colin Powell a reçu quand il était chef d'état-major des armées. Cet appel venait d'un membre très influent du comité sénatorial des forces armées à l'époque, Chuck Hagel, qui deviendra plus tard l'un des secrétaires à la défense d'Obama. Cet appel, c'était Chuck Hagel qui parlait au général Powell de la liste qu'il avait sous les yeux sur son bureau. Ces listes, c'étaient celles des généraux 3 étoiles à promouvoir et des 4 étoiles à promouvoir, les 3 qui allaient passer 4 et les 4 qui allaient figurer sur la liste. Et Hagel a dit à Powell, « Je ne vois pas un seul nom sur cette liste que je nommerais à la tête d'un commandement unifié ou comme chef d'état-major d'un service, encore moins pour te remplacer comme président, ou pour un autre poste important de général 3 ou 4 étoiles. Je ne vois aucun nom. Qu'est-ce qui ne va pas, Colin? » Et ils ont eu une longue discussion sur la façon dont les armées, toutes les armées, sans exception, avaient mis en place, à part la garde côtière, et je pourrais en parler si tu veux, mais toutes les autres avaient créé un système qui promouvait des gens incompétents. Incompétents dans la conduite de la guerre, incompétents sur le plan éthique, incompétents dans tout ce qui, normalement, donne à un général ou à un officier supérieur une chance d'avoir un avenir utile pour son pays. Il n'y en avait tout simplement pas. C'est exactement ce que Chuck Hagel lui disait. Et aujourd'hui, on en paie le prix fort. À ma connaissance, il n'y a plus personne qui n'ait pas été viré. Un vice-amiral de la marine, un général 2 étoiles de l'armée, un général 4 étoiles de l'armée qui suivait la ligne jusqu'à ce qu'il soit renvoyé, Randy George. Et c'est seulement après qu'il a commencé à parler. Mais sinon, personne ne dit rien. Kane, à ma connaissance, ne dit rien non plus. Il suit le mouvement. Exet lui dit ce qu'il peut dire et ce qu'il peut faire. On est condamné, au département de la guerre, à l'idiotie. Je n'invente rien. C'est vraiment à ce point-là. C'est la fin totale de toute pensée stratégique, rationnelle dans notre appareil de sécurité. Du moins, à ce que je vois. Il n'y a plus personne qui réfléchisse de manière rationnelle, qui anticipe, qui pense au bon moment et qui pense stratégiquement. On va en voir de plus en plus, tout simplement. Cette situation dans le Golfe va continuer, que ce soit avec le passage nord, le passage sud, ou la proposition qatari d'un passage central, qui de toute façon ne passera jamais avec l'Iran. Et pendant ce temps, on embrouille encore plus la situation au Liban, qui, malgré les discussions, je crois qu'elles se tiennent en Italie, n'avance absolument pas, parce que Netanyahou ne veut pas qu'elles avancent. Netanyahou est maintenant concentré sur une élection qui, de plus en plus, ressemble à une défaite annoncée. Et chaque jour qui passe, il agit de façon plus désespérée, plus risquée, parce qu'il a une peur bleue de perdre. Bref, on est dans une situation mondiale mûre pour une catastrophe
menée par l'Asie du Sud-Ouest et par l'incohérence totale de ce que font les États-Unis là-bas. Utter incoherence of what the U.S. is doing there. What is the difference this time around? Quelle est la différence cette fois-ci par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre des 40 jours? Les États-Unis reviennent sur le devant de la scène, avec le blocus, avec les attaques. Est-ce que vous voyez un changement dans leur stratégie en ce moment? I see dramatic change coming, I think. Je pense qu'un changement spectaculaire est en train d'arriver. Et je crois que les images que vous venez de montrer annoncent justement ce changement. Ce que je veux dire, c'est que l'Iran pourrait passer à l'offensive, si on peut dire, contre d'autres cibles bien plus importantes et stratégiques. Par exemple, en Arabie Saoudite, où une attaque pourrait retirer instantanément 12 à 15% du pétrole du marché. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs du secteur pétrolier qui observent tout ça de très près, sous différents angles. Mais c'est clairement le scénario le plus marquant. Et puis bien sûr, certains, comme Trump le fait tout le temps, lui et ses proches, vont en profiter autant qu'ils le peuvent en spéculant sur la hausse, la baisse et la volatilité des prix sur les marchés. Mais il y a une chose qui se passe en ce moment, et ça les inquiète tous énormément. J'ai vérifié toutes les sources pétrolières que je connais à ce sujet. Même le New York Times en a parlé, même si leur article était un peu confus. Ce dont je parle, c'est de la capacité actuelle de la Chine, grâce à sa position économique extrêmement solide, à influencer les marchés pétroliers dans un sens totalement inverse de ce que tout le monde imaginait. En clair, Pékin peut dire « je n'achète pas ce pétrole » ou au contraire « je l'achète et je l'achète à l'Iran » ou encore « je vais m'en procurer auprès de l'Iran ». Bref, selon la stratégie choisie, un mélange de tout ça, ou l'un ou l'autre, la Chine peut soit se retirer, soit intervenir massivement. La Chine peut influencer les marchés du pétrole de manière assez importante, au point que le WTI et le Brent montent et descendent de façon très instable. Avant, ce genre de fluctuation n'arrivait quand l'OPEP ou un acteur du même type, un cartel, la Russie, disait « je retire du pétrole du marché » ou « je fais ci » ou « je fais ça ». Et devinez quoi? La Russie vient de le faire aussi. Elle vient de refuser d'exporter du diesel. Et devinez de quoi les États-Unis vont manquer sérieusement à la fin du mois de juillet? De diesel. Et la Russie, ou plutôt Poutine, a déclaré « le diesel, désormais, c'est uniquement pour un usage interne ». Le diesel ne va pas arriver sur le marché. Alors, waouh, où allez-vous trouver votre diesel, États-Unis? Vous ne pouvez pas le raffiner. Vous n'avez pas la capacité ni la quantité nécessaire. Alors que vont faire vos routiers et vos besoins en diesel pour les fermes et tout le reste, si tant est qu'ils puissent encore faire tourner leurs exploitations? On parle ici d'un Donald Trump complètement inconscient de tout ça, à mon avis. Et c'est parce qu'il a un cabinet soit totalement ignorant, soit trop effrayé pour lui en parler. Résultat, aucune action positive ne se met en place, jusqu'au moment où, peut-être, cette action elle-même viendrait encore aggraver le drame de l'effondrement. Voilà la situation dans son ensemble. Malgré tout le vacarme dans le Golfe, il faut voir les choses sous deux angles pour ce conflit. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, et l'Iran ne renoncera pas à ce contrôle. Peu importe comment on essaie de tourner la question. Même si vous poussez Oman à se ranger de votre côté et à adopter votre position sur ce passage, celui qui longe leur côte, vous n'empêcherez pas l'Iran d'y exercer son influence. Et de plus en plus, ils le feront si c'est le pivot de leur stratégie, le pivot avancé, et qu'ils estiment devoir le faire. Ils vont le faire. Le pivot caché de cette stratégie, ce n'est pas la levée des sanctions, ni les réparations, ni tout le reste. Le vrai point central, c'est le programme nucléaire. Et devinez quoi?
on ne fait absolument aucun progrès sur le programme nucléaire. Et il faut se poser la question, est-ce que Ted Postol a raison, ou bien ceux qui disent qu'il a tort? Ceux qui affirment que l'Iran a pris sa décision, qu'il pourrait construire une arme nucléaire, ou qu'il en a peut-être déjà construit une, qu'il garde en réserve jusqu'à ce que cela ait un sens, jusqu'à voir ce que Netanyahou va faire avec son propre stock ou autre chose. Mais ce sont là les deux questions essentielles. Ce sont comme deux portes, le détroit d'Ormuz et son contrôle, que les États-Unis n'ont absolument pas retrouvé, sous aucune forme. Et ces bombardements n'y changent rien. Et puis le programme nucléaire, qui est censé être à terme l'objectif de Trump, mais qui est désormais hors de portée, je pense, hors de portée. Donc on a échoué, la guerre est perdue. We failed. The war is lost.